Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 443e rencontre Vlil ce soir, en l'occurrence avec deux auteurs de la collection True Crime, Faits divers. Vous verrez comment vous l'appellerez. Là, pour le coup, après les USA, on part en France avec Stéphanie Maurice pour le gang de Roubaix, direction le Nord. Et puis Sylvain Chazot pour le berceau vide, direction l'Aveyron, mais un petit peu partout aussi, à Miami notamment. Vous allez voir que les trajectoires des différents protagonistes sont aussi extrêmement multiples. Alors il y a des faits divers qui font du bruit et d'autres qui font de l'ombre. Ces deux-là ont fait les deux. Le bruit d'abord, violent, sidérant, puis l'ombre, longue, qui s'est étendue sur des années, sur des familles, sur un pays qui n'avait pas encore les mots pour nommer ce qu'il venait de vivre. Ce soir, nous sommes réunis autour de deux récits nés du même geste éditorial, la collection Faits divers des éditions 18 en partenariat avec Libération, mais qui divergent dans presque tout, l'époque, la géographie, la nature du crime, le registre de la terreur, et pourtant, à les lire l'un et l'autre, quelque chose se noue entre eux, quelque chose qu'on n'aurait pas su anticiper. Une même question obstinée, posée à la France de la fin du XXe siècle, qu'est-ce qu'on choisit de ne pas voir et pourquoi? D'un côté, Roubaix, 1996, une ville du Nord déjà blessée par la désindustrialisation, une mosquée, une bande de jeunes hommes revenus de Bosnie avec en tête une guerre qui n'était pas encore terminée. Des braquages à l'arme de guerre, un attentat raté, un assaut du raid et derrière tout ça, en filigrane, les prémices d'un djihad que la France n'avait encore pas de nom pour reconnaître. Stéphanie Maurice, correspondante de Libération dans les Hauts-de-France, a plongé dans ses archives, dans ses procès, dans ses trajectoires brisées pour en faire un livre qui est autant un récit qu'un avertissement rétrospectif. Et puis de l'autre côté, Flavin, Aveyron, 14 février 2000, pas de Saint-Valentin ici, mais une maison de lotissement dans une ville dortoir, deux corps de femmes, une épouse, une enfant, et un berceau vide, un bébé de 5 semaines volatilisé, la France rurale, les secrets enfouis, les liens de domination qui se nouent dans des espaces fermés, loin des caméras. Sylvain Chazot, journaliste à Libération, cofondateur de la newsletter politique chez Paul, spécialiste des violences sexistes et sexuelles, a tiré ce fil sordide jusqu'à ses extrêmes, la Dordogne, la Floride, et puis les abîmes de la manipulation. Deux journalistes, deux façons d'interroger la violence, de lui trouver une généalogie, de lui rendre une humanité sans jamais la dédouaner. Bienvenue Stéphanie et Sylvain et Elsa de la Chaire, l'éditrice. Bienvenue à tous les trois. Merci. Merci. Alors on va commencer pour savoir finalement ce qui vous a rapproché de ces deux affaires, comment vous les avez découvertes et surtout pourquoi vous les avez choisies. On sait qu'Elsa de la Chaire, dans cette collection-là, laisse parfois aussi le choix de la région, le choix de l'affaire. Pourquoi vous êtes rapproché de ces deux affaires-là? Qu'est-ce qui vous en rapprochait humainement peut-être et aussi géographiquement? Et on va commencer par Stéphanie alors. Alors, moi, c'était, enfin, dans ma région, moi, je suis vraiment ancrée Nord-Pas-de-Calais, donc pour le choix de la région, c'était facile pour moi. Et c'est le gang de Roubaix, en fait, chez moi, c'est une affaire marquante. C'est le début de ma carrière de journaliste, en fait. J'ai peut-être 3 ou 4 ans de métier seulement. Je suis localière à Nord-Éclair. Et forcément, cette affaire marque toute la France à l'époque. Et, euh, et en plus, elle a duré, enfin, elle a eu plein de rebondissements, donc elle a forcément marqué ma carrière. J'ai toujours entendu parler finalement du gang de Roubaix. C'est assez naturellement que j'ai eu envie d'y revenir. Surtout qu'il y avait une actualité. Le dernier du gang avait été arrêté 2, 3 ans avant à New York. Et donc voilà. Après, j'ai été rattrapée par l'actualité puisqu'il a été jugé au moment où j'écrivais. Mais en fait, c'est une affaire oui, qui me semblait évidente et puis qui me permettait aussi de parler de Roubaix, qui est une ville qui est souvent caricaturée et j'avais envie de lui redonner une autre épaisseur, une autre complexité aussi. Voilà. Sylvain. Merci Stéphanie. Sylvain. Moi, je suis tombé totalement sur cette histoire par hasard. C'était en faisant des recherches sur ce qui s'était passé à Flavin, enfin en Aveyron plutôt, parce que j'ai des amis qui vivent en Aveyron. Je suis tombé totalement par hasard sur cette histoire et je ne comprenais pas pourquoi je ne me souvenais pas de cette histoire, parce qu'elle n'était pas si vieille, elle avait 25 ans, et donc j'ai creusé, j'ai creusé. Et en fait, au fur et à mesure que je découvrais l'histoire, je
on disait, mais c'est totalement vraisemblable, c'est absolument n'importe quoi. On écrirait ça dans une œuvre de fiction, personne n'y croirait. Donc, je me suis plongé dedans et quand je l'ai proposé à Elsa, elle a dit bah, banco. Alors, c'est vrai que l'un de vos récits, alors le récit de Stéphanie est profondément politique, il touche au terrorisme, à l'histoire de France, à une idéologie également. L'autre, celui de Sylvain, est profondément intime, la cellule familiale, les rapports de domination aussi entre individus. Et pourtant, les deux posent la même question, comment une société peut-elle rater autant de signaux avant que l'irréparable ne se produise? Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous aussi, en tant que journaliste, vous avez ce petit signal en vous à chaque affaire, à chaque article qui, entre guillemets, vous met une alerte en vous disant, et si demain, ça pouvait être pire? Je commence, Sylvain, je te Ouais, passe. vas-y. Alors, je ne sais pas si on a cette alerte-là tout le temps parce que ça serait difficile à vivre peut-être au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça arrive, on est toujours sidéré en fait par l'actualité. Il y a toujours un moment où elle nous prend à revers et c'est toujours l'imprévisible qui se passe. Euh, Enfin, le gang de Roubaix, c'est vraiment ça, c'est qu'on les voit pas du tout venir. On est à un moment où c'est la guerre civile en Algérie. Quand on pense islamiste, on pense GIA, on pense terrorisme algérien, on pense pas du tout à la Bosnie. Et c'est là d'où viennent ces jeunes hommes. Ils ont fait la guerre en Bosnie et non pas en Algérie. Et en fait, l'histoire nous prend à revers tout le temps. L'actualité n'est pour moi pas prévisible. C'est difficile de se projeter. Si je pense par exemple aux Gilets jaunes, on l'a pas vu venir. Enfin, combien de fois on se fait tacler, mais tout le temps en fait, dans une carrière, je crois. On est rarement sur les bons tempos. Voilà, je crois qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité là-dessus. Ouais, je partage totalement le constat de Stéphanie. Ouais. Moi, je suis spécialiste en politique et il y a plein de mouvements qu'on peut a posteriori se dire, bah oui, en fait, c'était évident que ça allait se passer comme ça, mais on les voit pas venir. Pourquoi? Les raisons peuvent être multiples, mais en tant que journaliste, c'est vrai qu'il faut avoir cette humilité-là de reconnaître qu'on peut ne pas arriver forcément à sentir comme le reste de la population certaines choses. Et pour revenir moi sur le thème de mon livre, oui, à l'époque, il y a plein de signaux qui auraient dû alerter. Il y a plein de choses aussi, des moments du livre enfin des faits plutôt qui se sont déroulés à cette époque. S'ils s'étaient déroulés aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait eu une autre appréciation de la part de la société. Mais c'est toujours facile de refaire le film a posteriori de toute façon. Et sur le futur, ou en tout cas sur votre présent en tant que journaliste, je me suis toujours posé la question, l'accumulation de ces faits divers, déjà ces deux mots faits divers est déjà d'une grande violence, vu à quel point on relativise aussi certains faits. Mais ce que je voulais, là où je voulais intervenir, c'était davantage sur le fait que tout se répète constamment et on a l'impression que le pire reste à venir, que le pire va toujours arriver à un moment donné. Est-ce que vous vous posez la question aussi en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, avec ces deux livres-là, est-ce que vous êtes désenchanté? Parce qu'on a l'impression, on parlait de désenchantement dans le livre de Stéphanie sur cette période-là des années 90, dont on reviendra un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on est un petit peu blasé au contraire, ou est-ce qu'on est finalement totalement hermétique à la souffrance de l'autre avec cet amas de faits divers, d'affaires sordides? Comment vous vivez ça au quotidien et notamment après l'écriture de ce livre-là? Non, on n'est jamais hermétique. On prend on reçoit les émotions forcément. On est journaliste, mais on est des êtres humains avant tout. Donc forcément, les émotions, on les ressent. Et notre rôle en tant que journaliste, c'est justement de ne pas laisser ces émotions nous guider, d'arriver à trouver le pas de côté ou le recul nécessaire pour que ce ne soit pas les émotions qui guident notre travail. Mais les émotions, elles sont forcément là. Ne serait-ce que de choisir un sujet et de le traiter, c'est une émotion qui surgit à un moment. Stéphanie parlait de son histoire personnelle pour le Gang de Roubaix. Moi aussi, il y a des choses personnelles qui font que j'ai été touché par cette histoire. Donc, évidemment, ça joue. Et pour revenir sur le côté l'amas de faits divers, est-ce qu'on en sort désenchanté? Oui, effectivement, quand on lit nos deux livres,
on voit pas le meilleur de la face de l'humanité. Mais il y a toujours des petites touches d'espoir on voit, dans la pire obscurité, on peut voir un petit peu de lumière. C'est Dumbledore qui dit ça, je crois. C'est une belle référence. Stéphanie. Bah, en fait, moi, je pense que si on perd l'émotion, on devient mauvais. C'est-à-dire qu'il faut l'admettre, il faut la regarder, il faut la prendre avec soi et il faut la traiter comme un sujet en soi, en fait. L'émotion, sinon, si on commence à avoir une carapace trop épaisse, eh bien, on devient pas bon, en fait. Les gens nous parlent seulement parce qu'on peut être dans l'empathie, être capable de les écouter. Après, il y a un travail de recul pour vérifier tout ce qu'ils disent. Ça, c'est notre boulot et c'est un peu schizophrène, c'est vrai, mais il faut vraiment l'émotion est hyper importante. Alors, comment on fait? C'est difficile à expliquer parce que moi, par exemple, là, ce qui me vient en mémoire, c'est l'attentat d'Arras. Vous savez, le professeur qui est égorgé, enfin qui est pas égorgé, mais qui est blessé au cou mortellement devant son lycée. J'arrive sur les lieux, c'est à peu près le moment où en fait les élèves sont déconfinés. Et j'ai très peu de temps pour avoir, il faut que je vérifie qu'on ne sait rien du tout en fait. On ne connaît même pas son nom. Et mon travail, c'est d'avoir le maximum d'informations pour que mes collègues puissent les vérifier et puis qu'ensuite puisse commencer à donner l'information à nos lecteurs. Et là, je suis face à des enfants qui ont 14-15 ans, quoi. Et il y a des règles dans ce métier, on ne parle pas à un mineur sans qu'il y ait un adulte. Et je me suis obligée à le respecter, par exemple. Donc, il faut à la fois être dans l'émotion, parce que on peut pas parler à des jeunes gens choqués sans être dans l'empathie. Il faut à la fois respecter les règles de métier, ne pas faire n'importe quoi pour avoir l'information à n'importe quel prix. Et puis, derrière, il faut distancier tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'ils vous racontent, parce qu'ils sont bruts décoffrage. Donc, ils vous racontent la scène telle qu'ils l'ont vue et pour vérifier ce qui a été dit. C'est tout ce travail-là qui est le travail de journaliste sur le moment. Et ensuite, le soir, vous rentrez chez vous et là, vous décompensez. Et là, en effet, vous laissez l'émotion personnelle venir. Euh, voilà. Quand vous bossez, votre travail, c'est de distancier parce que votre travail, c'est de témoigner. Après, chez vous, c'est une autre affaire. Et puis dans ces deux récits, le temps est très long au cœur de ces deux affaires. L'affaire de Roubaix se prolonge sur quasiment 30 ans de procès et on a l'impression que ça va continuer aussi puisqu'un autre procès va arriver en appel. Et de l'autre côté, l'affaire de Flavin traverse des frontières et des continents. Est-ce que pour vous, le journalisme de faits divers, c'est fondamentalement une lutte contre l'oubli? Si oui, pour qui? Pour les victimes, pour la société ou pour les journalistes eux-mêmes? Je... Alors, moi, dans mon affaire, là, parce qu'il y a encore un procès là qui s'est tenu en octobre, ce que je vois, ce sont des victimes, en tout cas les policiers que j'ai entendus qui ont été victimes des tirs où ils ont été blessés, en ont ras-le-bol en fait. Ils ont envie de l'oubli parce que chaque fois qu'ils retémoignent à un procès, en fait, c'est les traumatismes qui remontent. Les auteurs de ces crimes ont purgé leur peine de prison, ils ont droit à l'oubli pénal. Donc c'est compliqué. À la fois, c'est une affaire marquante dont il faut se souvenir pour se souvenir comment on se radicalise, comment des jeunes peuvent se radicaliser à 20 ans dans notre société, dans les années, il y a 30 ans, mais également aujourd'hui. Mais à la fois, il y a aussi un droit à l'oubli qu'il faut accorder aux victimes pour qu'elles se réparent. Et les auteurs, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ont droit à une forme de rédemption. C'est compliqué. Moi, je partage ce constat. C'est toujours très compliqué. Moi, pour moi, donc c'est plus familial les protagonistes de mon sujet. Mais j'ai vu les deux cas de figure, des gens qui voulaient lutter contre cet oubli, l'oubli des victimes. La maman de Morgane, donc l'adolescente qui était tuée, elle m'a longuement parlé et c'était pour ça, pour qu'on n'oublie pas sa fille. Et à côté, il y a d'autres proches de victimes qui, à l'inverse, veulent, je sais pas si on peut dire oublier, est-ce qu'on oublie, ils oublient pas, mais on ne peut-être, on ne limite pas leur comment dire, leur passage à ce fait divers justement.
Ouais, et c'est vrai qu'on sent dans vos deux livres que tout le monde a envie de passer à autre chose et c'est extrêmement romanesque, entre guillemets. Mais à chaque fois, ces textes-là, les textes dans cette collection-là se lisent comme des romans parce que vous avez pour chacun des journalistes à chaque fois cette manière de traiter le fait divers, non pas comme un journaliste, mais comme un romancier ou à la manière d'un romancier, peut-être parfois inconsciemment. En tout cas, on sent qu'à chaque fois, il y a un véritable suspense dans vos enquêtes. Mais là où je voudrais vous interroger, c'est aussi sur le fait d'écrire sur des personnes réelles, vivantes, récemment décédées pour certaines, de ces familles qui peuvent aussi vous lire. Vous avez eu accès à, on va en parler tout à l'heure, à beaucoup de monde finalement autour de ces deux affaires. Vous avez été ému par certaines d'entre eux, pour certaines d'entre elles. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez choisi de taire, non pas forcément par pudeur journalistique, mais par quelque chose qui ressemble davantage à de la pitié, à de l'envie en tout cas un sentiment autre que celle de la pudeur. Comment vous avez traité cette manière, cette mise à distance avec les entourages de chacune des familles, que ce soit du côté victime ou du côté coupable? Oui, il y a des choses que volontairement, on met pas tout de toute façon, parce que enfin, Stéphanie, je pense, c'est pareil. On a accumulé une masse d'informations pour la rédaction de ce livre énorme. Donc, il faut, de toute façon, c'est notre travail, résumer ça en 200 pages et rendre ça intelligible et agréable à lire. Donc, de toute façon, il y a des choses qu'on enlève et il y a des choses, pas qu'on cache, mais le but, c'est pas de refaire, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour juger, pour dire, vous avez vu à quel point lui, il est méchant. On cache rien de la nature humaine et de la nature des personnages, mais on n'est pas là pour pour être dans le sordide, pour rajouter des détails scabreux parce que ça ferait vendeur. Donc oui, le but est de rester aussi dans une certaine dignité journalistique, j'ai envie de dire, que- qui, qui sinon ferait forcément défaut. Euh, oui, pour moi, en fait, je n'ai pas eu envie, enfin, j'ai choisi de ne pas aller voir la famille de Christophe Caz, qui donc, lui, était un des leaders du gang et est mort il y a 30 ans, voilà, sur une autoroute belge. Et voilà, quand on voit, parce qu'en fait, ils avaient témoigné à l'époque et les images d'archives montrent déjà leur très très forte émotion. Et j'ai pas eu envie de remuer le couteau dans la plaie, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est toujours Et ce compliqué en fait choix-là. d'arriver euh, des années après les faits, de contacter une famille et de dire oui, bonjour, je suis journaliste, est-ce qu'on pourrait parler de la fois où la personne que vous aimiez est morte? C'est toujours quand même des moments particuliers en tant que journaliste. Moi qui suis journaliste politique, j'ai pas souvent l'occasion de faire ça, donc c'est un grand exercice d'humilité et d'empathie qu'il faut avoir, mais c'est particulier. Alors, il y a une question de Valérie qui est adressée à Sylvain, mais au final qui est aussi pour Stéphanie, puisque vous remerciez tous les deux Sabrina Champenois et Guillaume Thiot, qu'on avait déjà reçus ici il y a quelques mois, qui ont inauguré cette collection en France. Quel type de conseils vous ont-ils donné? Comment ils vous ont orienté sur la manière de créer cet ouvrage, puisque c'est en principe un one-shot, mais ça va peut-être aussi se décanter. On sait que dans la partie True Crime aux USA, certains auteurs reviennent, notamment comme Jean-Marie Potier. Est-ce que ça vous a aussi donné envie de continuer l'aventure en France? Est-ce que ça vous a donné une certaine appétence aussi pour ce type je dis roman, mais c'est pas des romans, mais c'est tout comme. Est-ce que ce style d'écriture, est-ce que cet exercice-là vous a donné envie aussi de rééditer l'expérience? Et donc, la première question initiale sur laquelle je me suis embarqué, c'est Sabrina Champenois et Guillaume Thion qui vous ont donné certains conseils. Euh, Alors, en fait, oui, on les a appelés évidemment parce que bah, ce sont des collègues et pour savoir un peu comment ils avaient fait en particulier pour l'enquête, puis ça a pu un peu se faire rassurer sur l'écriture parce que c'est quand même un challenge d'écrire un roman, enfin un polar, l'écriture romanesque est assumée ici. Donc oui, ils nous ont donné quelques conseils. Ouais,
Ouais, Guillaume, ils n'ont pas du tout eu le même travail d'enquête. Sabrina a eu plus de difficultés que Guillaume à avoir les documents. Euh, je n'ai plus en souvenir précis leurs conseils, très honnêtement, mais je sais qu'en tout cas, oui, ils m'ont rassurée surtout, en me disant, Ouais, t'inquiète, tu vas y arriver. C'est vraiment plutôt ça. c'était aussi ça. C'est des petits conseils pratiques, moi me concernant sur, voilà, sur le partage des tâches. En gros, en plus, je crois qu'ils n'ont pas trop fonctionné de la même manière, mais Guillaume m'avait dit que lui, il aimait bien commencer à écrire tout de suite et tout en continuant l'enquête. Moi, j'ai essayé de faire ça et j'y suis pas trop arrivé, donc j'ai arrêté, j'ai fait mon enquête et j'ai écrit après d'un bloc. Et, euh, et oui, c'était un côté rassurant, surtout sur ça, parce Mm. que c'est pareil, c'est un peu vertigineux, hein. On nous choisit sur un fait divers et après on se dit, bon, bah, 200 pages, ok, 200 pages, ça paraît court, c'est vrai que ça se lit vite, il faut un peu plus de temps pour l'écrire. Et quand on se retrouve face à cette petite montagne, c'est qu'il y a quand même un petit sentiment de vertige en disant, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bien dans mon quotidien, pourquoi j'ai dit oui finalement à faire ça? Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question. Oui, évidemment, moi, ça m'a totalement donné envie d'en refaire. J'essaie de voir d'ailleurs s'il y a des petites histoires qui peuvent surgir, qui peuvent. J'ai plus le même regard sur certains faits divers que je peux lire. D'ailleurs, maintenant, c'est marrant, on m'envoie les faits divers qui se passent en Aveyron. J'ai des amis qui me disent, t'as vu ce qui s'est passé, c'est intéressant. Mais ouais, moi, évidemment, c'est un exercice dans lequel je me suis journalistiquement retrouvé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été assez fier de mon travail journalistique. Je parle pas de l'écriture, mais juste le fait, enfin, le travail d'enquête que j'ai pu faire m'a un peu redonné foi dans mon métier, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le domaine politique où on est amené à côtoyer des gens qui, ça va être un peu lourd au quotidien, donc du coup, on peut très vite perdre foi dans notre rôle journalistique. Et donc, rien que pour ça, ouais, c'était une expérience géniale. On vous comprend, Sylvain. On vous comprend. Il y a aussi, évidemment, comme à chaque fin de livre, vous avez ce QR code-là qui vous permet d'accéder à certains documents, à certaines photos aussi. Vous verrez dans le berceau vide la photo du bébé de 5 semaines aussi qui a été partagée. C'est la première fois qu'on partage une photo d'un bébé aussi jeune dans les médias pour l'affaire de Sylvain. Et de l'autre côté, vous allez voir aussi l'engrenage de Roubaix, la photo toutes les photos finalement, évidemment, des journaux que vous avez consultés, Stéphanie. Ma question étant, est-ce que vous êtes allé aussi sur les lieux de manière très précise? Est-ce que vous avez visité chacun des lieux pour vous imprégner, entre guillemets, de l'atmosphère, même si c'est 20 ans ou 30 ans après, finalement, est-ce que ça a changé ou pas? Est-ce que, entre guillemets, l'écriture, elle vient aussi de cette atmosphère-là, de cet air, des gens, du langage? Il y a beaucoup de choses finalement qui peuvent aussi vous aider à écrire en allant visiter les lieux. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Je sais que dans la partie américaine, ils le font quasiment tous aussi. Est-ce qu'en France, vous allez aussi faire l'effort d'aller voir les lieux, même si c'est proche de chez vous ou pas, mais est-ce que ça vous sert ou au contraire, est-ce que ça vous dessert et vous préférez faire une épure totale du paysage pour écrire à côté de ça? Alors, moi, Roubaix, en fait, j'y vais souvent. Parce que voilà, moi, je suis un travail de correspondant, donc mon travail, c'est de connaître les grandes villes de ma région. Et Roubaix, c'est quand même une ville où on va souvent pour l'actu. Donc, c'est l'Alma dont je parle, c'est un quartier que je connais bien, en fait. Euh, et je vois très bien où ça s'est passé. Enfin, et donc, ce que j'ai plutôt fait, parce que je voyais très bien les lieux, j'avais déjà en moi Roubaix, enfin, tout ça, c'est une ville que je connais quand même. Ça fait à peu près 30 ans que je suis l'actu dans la région, donc voilà. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le bouquin et je suis retournée sur les lieux pour l'épilogue, en fait, pour la fin. Là, je suis retournée et j'ai sur tous les lieux marquants pour me les mettre, pour les voir avec le fil de tout ce qui s'y était passé il y a 30 ans, voir l'émotion que ça me faisait à moi et aussi demander aux gens s'ils s'en souvenaient ou pas. Voilà. Et donc, je termine vraiment par un voyage, un retour dans le passé
C'est le dernier chapitre de mon livre. Et donc, j'ai eu envie d'attendre, en fait, pour aller chercher ces souvenirs dont vous parlez, en fait. Donc, j'ai vraiment écrit en dernier. Pour tout dire, j'ai même écrit dans ma voiture, en fait. Je suis allée sur les différents lieux et j'ai pris mon ordi dans ma voiture et j'ai écrit en étant à l'Alma, en fait, voilà, ce chapitre, en direct. Voilà. Super. Sylvain? Oui, moi aussi, je suis allé sur les lieux. Alors, la différence, Sylvain, vous c'est vous êtes même marié en Aveyron. absolument. Et je suis du coup retourné sur le lieu de mon lieu de mariage, parce que c'est chez des amis. Donc, j'ai des attaches amicales en Aveyron. Donc, moi, la difficulté, c'est que c'est des propriétés privées, les lieux. Donc, le château, je suis rentré sans y avoir le droit dans le parc jusqu'à que le gardien me demande très gentiment de m'en aller, mais j'ai pu avoir ce que je voulais, prendre quelques photos rapidement, et puis surtout parler avec lui en comprenant très vite qu'en fait c'était le gardien de l'époque. Ça c'était hyper intéressant. Et puis j'y allais surtout voilà, pour sentir l'atmosphère. Quand j'ai remonté la longue allée de Tilleul, qui doit faire 200 mètres avec ma voiture en faisant comme si j'étais perdu, ouais, j'ai ressenti une certaine appréhension. Je voulais terminer par la maison. C'est le dernier endroit où je suis allé. J'avais déjà commencé un petit peu à écrire à ce moment-là. Et ça a été mon dernier déplacement. Voilà, je suis allé à Flavin. Je me suis baladé, enfin baladé. J'ai marché un peu le long de la maison. J'ai regardé. Je suis rentré un petit peu dans la cour. Et voilà, pour sentir un peu l'atmosphère. La maison m'a fait peur alors que c'est rien. Hein, c'est une maison en borde départementale. Mais bon, après tout ce que j'avais écrit, tous les témoignages que j'avais reçus, ça m'a marqué cette bâtisse. Et le soir où je suis rentré du coup, donc j'étais en Aveyron et j'avais fait exprès, j'avais écrit, je voulais écrire le chapitre sur la maman de Morgane, raconter son histoire. Et donc j'ai fait ça là-bas en Aveyron, ça me semblait un peu important. Et à mon grand regret, je ne suis pas allé à Miami. Par contre, j'y avais été plusieurs fois avant pour des raisons personnelles. Donc c'est une ville que je connais quand même assez bien, en tout cas Miami Beach. Mais j'y suis pas retourné là parce que j'ai longuement demandé plusieurs fois aux trois enfants du meurtrier qui donc vivent tous les trois à Miami, s'ils acceptaient de me parler, et aucun des trois n'a souhaité parler. Donc ça n'avait pas grand intérêt d'aller à Miami, sinon pour me faire plaisir. Très bien, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des deux textes. On va commencer par Stéphanie, puisque ce gang de Roubaix, qui est souvent décrit rétrospectivement comme les premiers djihadistes de France, mais à l'époque, l'affaire est d'abord traitée comme quelque chose de très commun, un crime, un simple fait divers criminel. Quand est-ce que vous avez compris finalement qu'il y avait des prémices, puisque l'affaire devient très vite politique, avec notamment Jean-Louis Debré, qui est ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, qui assure devant les caméras qu'il n'y a aucun lien avec le terrorisme. On intervient juste après l'affaire Khaled Kelkal, qui est donc le premier djihadiste en 95, qui est survenu avec l'attentat du RERB, qui a fait un certain nombre de morts et de blessés. On voit également l'apparition du GIA, ce groupe islamiste algérien radical. Finalement, dans quelle époque on est, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, dans quelle époque on se trouve pour qu'il y ait un tel aveuglement dès le départ sur ces individus dont on va parler juste après. Oui, en fait, le truc un peu fou, c'est que c'est une série de braquages à l'arme lourde sur des Lidl et des Aldi, en fait, hein, voilà, Des qui est Aldi dans, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs de paiement, il n'y a que des paiements en espèces, ouais, notamment. à l'époque, il y a pas encore la carte bleue dans ce type de commerce. Et du coup, si vous arrivez vers 18h30, 18h45, la caisse est pleine d'argent liquide. C'est pour ça qu'ils les choisissent en priorité. Voilà, mais c'est quand même des braquages à la petite semaine, quoi. Il y a une vraie différence, enfin, entre les armes lourdes utilisées et le butin ramassé qui est assez misérable. Alors les policiers se perdent un peu en conjoncture
Et là où tout quand même se décante, c'est quand il y a cet attentat à la voiture piégée devant le commissariat de Lille qui échoue, qui est juste avant un G7 qui doit se tenir à Lille. Et là, tout le monde quand même comprend ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que Jean-Louis Debré à l'époque, c'est une décision politique. Il dit ce n'est pas un attentat islamiste, mais il y a plein d'autres. Enfin, les journalistes ne le croient pas et pas non plus les policiers. Tout le monde sait finalement que c'est pas vrai. Mais c'est là, le ministre de l'Intérieur de l'époque a parlé, et ce qui fait que cette affaire a toujours été traitée jusqu'à aujourd'hui encore comme un fait divers criminel classique, et donc n'a jamais été jugé en cour spéciale ni suivi vraiment de manière approfondie par l'antiterrorisme. Et ça, c'est un péché initial qui a pesé sur l'enquête, qui a pesé sur les procès également. Mais quand même, on comprend bien hein, que les journalistes ont plein d'infos qui montrent bien quand même que c'est islamiste. Et très rapidement, on sait qu'ils se sont radicalisés en Bosnie. Le profil soudain apparaît. C'est là la surprise. On pensait avoir affaire plutôt à des profils proches du GIA algérien. Et là, ce sont des jeunes gens d'origine catholique, convertis, et qui ont été combattre aux côtés des musulmans bosniaques, une guerre qui vient juste de se terminer. Ils rentrent, sans doute touchés par ce qu'ils ont vu, par les massacres ethniques, et tombent dans ce gang, on appelait ça le gangsterorisme en fait, hein, voilà. Un truc un peu bizarre. Est-ce qu'il y a un lien, j'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait ce lien-là entre cette guerre de Bosnie qui était au cœur de la radicalisation de ces hommes-là, qu'on ne voulait pas voir, qui s'est déroulée en Europe aussi, qui a été filmée, médiatisée, mais finalement, aujourd'hui, qui s'en rappelle encore? On avait l'impression qu'il y avait une sorte de d'aveuglement aussi face à cette guerre-là. Est-ce que c'est aussi en lien avec l'aveuglement qu'on pouvait voir avec ce gang de Roubaix? On a l'impression qu'il y a un lien parallèle. En fait, ce que je lancerai juste une petite alerte peut-être là, parce qu'en fait, pour moi, pour ma génération, j'ai 58 ans, la guerre en Bosnie, le siège de Sarajevo, c'était tous les jours à la télé. Moi, quand j'avais 20 ans, 22, 23 ans, c'était un quotidien comme l'Ukraine l'est aujourd'hui pour une autre génération. Et ce qu'on ne s'est pas rendu compte du tout à l'époque, avec la Bosnie, c'est que du coup, cette prolifération d'armes de guerre sur un terrain proche de nous, parce que la Bosnie, c'est tout près en fait de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, a servi ensuite pour les attaques terroristes, a servi aussi pour armer le narcotrafic. On ne réfléchit pas toujours aujourd'hui, je trouve, à ce que ça veut dire une guerre sur des territoires aussi proches de nous. Ça, je pense que si on veut un aveuglement, voilà un. Ensuite, oui, je pense qu'on était sidérés parce qu'on n'imaginait pas que des jeunes gens de chez nous, comme ça, puissent vriller de cette manière-là, dans ce radicalisme-là. Ça, c'était pas imaginable à l'époque, en fait. Et après, il y a eu, après l'affaire du gang de Roubaix, il y a eu pratiquement 10 ans où rien ne se passe. Et on a eu l'impression que c'était fini, en gros, et pas du tout, en fait. Et c'est vraiment une histoire étonnante, en fait. On n'a pas mesuré ce que représentaient ces jeunes-là, cette histoire-là. On n'en a pas tiré de leçons pour prévenir ensuite ce qui allait pouvoir nous arriver. C'est là où est peut-être l'aveuglement. Peut-être pas sur le moment, mais sur les conséquences qu'on ne tire pas, en fait, plutôt. C'est plutôt comme ça que je le vois. Et ce qui m'a intéressée, pour finir rapidement, c'est aussi de regarder comment des jeunes gens, on est de la même génération, finalement, il y a la chute du mur de Berlin, tout un pan de l'Europe qui s'ouvre à nous, et comment ça bouscule et fait basculer des vies. Leur vie à Lionel Dumont et à Christophe Casse bascule parce que le mur de Berlin tombe. On reparlera d'eux juste après. Alors, on va passer à Sylvain pour ce berceau vide, puisque on est à Flavin. Personne ne ferme sa porte à clé. C'est aussi ça qui est aussi intéressant. On est dans un village, ce qui était courant à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça se passe aujourd'hui ainsi, mais peut-être dans certaines régions reculées. Ce qui laisse donc toute latitude aux tueurs. Aucun vol dans la maison, aucune effraction. Et le premier suspect, le seul suspect, c'est Patrice Moulinier au démarrage de l'enquête. C'est un personnage qui, on va le découvrir, est finalement plutôt odieux, un mari adultère qui est très vulgaire aussi, voire agressif avec certaines de ses épouses successives. On va pas non plus tout dévoiler, mais Patrice Moulinier, c'est quand même un personnage quand même très à part dans le milieu.
Il est le principal accusé. Alors, on ne trahit rien puisque c'est marqué sur la couverture, un père trop vite déclaré coupable, qu'on sait que ce n'est pas lui. Cela étant, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Mais est-ce que vous pouvez justement nous parler, Sylvain, aussi de cette époque-là, dans quel contexte on est et surtout qui était Patrice Moulinier? Patrice Meunier, c'était un frigoriste, quarantaine d'années, ouvrier, simple, qui vit dans une petite banlieue dortoir ouais, de Rodez. C'est quelqu'un a une vie assez simple, qui le revendique d'ailleurs, et qui par contre a une relation avec les femmes très, on va dire, particulière pour pas employer d'autres mots, mais en gros comme les gendarmes me le présentent et comme on le présentait à l'époque, c'était un homme à femme, comme on peut le schématiser sans aucun sous-entendu, alors qu'il faudrait y avoir beaucoup de sous-entendus là-dedans. Moi, une des choses qui m'a marqué, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce sujet, c'est que, donc, sans dévoiler trop de secrets du livre, euh, Patrice Moulinier est l'amant d'un des personnages centraux du livre. Donc, du coup, les policiers, les gendarmes, plutôt qu'ils l'interrogent, demandent quelle est la nature de cette relation. Et il va dire, non, non, mais vous inquiétez pas, le mari est consentant. Et à aucun moment, que ce soit les gendarmes, ou même la presse de l'époque qui relate les faits, on se demande si la femme en question est consentante. Et en fait, tout ça, ça va être la clé de l'affaire. C'est l'emprise avec laquelle cette femme, Simone, va vivre pendant des décennies, qui va être la clé finalement de l'affaire ça va mener à cette tuerie de Flavin. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait grandement de voir 25 ans après avec de nouvelles, un nouveau regard. La société a un nouveau regard sur les violences sexistes et sexuelles. On va dans le bon sens, on les analyse d'une autre manière. De regarder ces faits avec les lunettes d'aujourd'hui. Et les journalistes qui ont travaillé sur le sujet à l'époque, comme les gendarmes, j'aurais tous posé la question, j'aurais demandé s'il y avait des choses qu'ils ne referaient pas. Et à chaque fois, ce traitement-là, cet impensé de cette affaire ne serait pas oublié, ne serait pas mis de côté comme il l'a été. Ça deviendrait même un élément central de l'enquête et du traitement journalistique. Donc, c'était ça c'est une des choses qui m'a titillé. Et c'était ce qui me plaisait de faire avec cette enquête. Et puis cette affaire, elle a été souvent comparée à l'affaire Grégory, alors que Mm. le bébé disparu, la France rurale, l'enquête qui s'embourbe, et au fond, les deux affaires sont totalement inverses ou presque, puisque dans l'affaire Grégory, on ne saura pour l'instant jamais. Dans le berceau vide, on finit par savoir, même s'il y a encore certains mystères, mais on connaît la Ouais. majorité des faits. Est-ce On que sait qui est cette le meurtrier. voilà, c'est déjà beaucoup. Est-ce que cette résolution, elle change quelque chose aussi à la manière d'écrire? Est-ce que vous vous êtes dit, je choisis une affaire qui a été résolue ou pas résolue? Est-ce que ça change quelque chose au romanesque ou l'honnêteté aussi du texte? Je ne sais pas, mais on va essayer de savoir finalement tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous vous êtes posé la question tous les En deux fait, peut-être? il y avait les deux côtés chez moi. On sait que l'histoire est résolue, mais on n'a pas les motivations. Le mobile est un peu caché. Mais au fur et à mesure de mon enquête journalistique, j'ai pu voilà, voir un peu recueillir des informations. Et aujourd'hui, j'ai mon idée sur pourquoi le tueur a commis ces atrocités. D'ailleurs, c'est pas un fait, ça reste que mon opinion. Ce n'est pas un fait établi puisqu'il n'y a pas eu de procès. Donc le mobile sera à tout jamais caché. Mais en tout cas, on peut quand même avoir des idées. Et je crois qu'Elsa veut intervenir. Elle a Oui, levé la main. tout à fait. Il faudra lui. Pardon, non, en fait, c'est sur la question d'avant. Je réagis juste parce que dans le choix des deux affaires, il y a quelque chose qui était, à mon sens, déterminant et profondément intéressant parce que profondément lié au projet de la collection. C'est qu'on est dans la nuance, en fait. On est dans le gris, on est dans la complexité. Il n'y a rien qui n'est aussi simple que l'histoire telle qu'elle est présentée effectivement en trois lignes.
Le truc, par exemple, de l'affaire de Flavin, c'est que, et c'est très intéressant à l'heure où on parle énormément des féminicides et où finalement, même à l'époque, le père est le premier inquiété parce que dans les faits, enfin le mari, dans les faits, il n'est pas clean. Il n'est pas clean, mais c'est pas lui. Et ça, moi, je trouve que ça montre bien la complexité de tout ce qui se passe dans toutes les maisons, dans tous les intimes. Et dans l'affaire de Stéphanie, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un foyer de radicalisation aujourd'hui dont on parle plus du tout et qu'on n'a plus du tout en tête, ce qu'est cette guerre cruciale et essentielle qui a complètement disparu depuis l'affaire Mera sur d'autres terrains, etc. Et là aussi, en fait, c'est ni tout blanc ni tout noir. C'est évidemment des personnages qui sont eux-mêmes habités par des énormes contradictions. Enfin, et du coup, je trouve que l'intérêt de cette histoire, c'est le gris, en fait. C'est pas le noir ou le blanc. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pardon. Oui, on est bien d'accord et c'est toujours à chaque fois. Il y a aussi autre chose qui différencie cette collection-là d'autres collections sur les faits divers, c'est le poids que vous donnez aussi aux victimes. Vous mettez l'accent aussi sur les victimes et pas uniquement sur le tueur, comment dire, sur cette lumière que beaucoup de journaux et autres mettent uniquement sur le coupable, le serial killer. Là, pour le coup, vous donnez la parole finalement à tout le monde et il y a des très beaux hommages notamment à certaines victimes. On a parlé tout à l'heure de Simone avec Sylvain, mais c'est aussi le cas dans le livre de Stéphanie. Là où j'aimerais vous poser une question, c'est aussi un hommage à tous ceux qui œuvrent pour la vérité, un hommage aux policiers, aux enquêteurs et aux journalistes. Chez Sylvain, c'est davantage aux policiers. On pense notamment à Gilbert Rouquayrol, qui est cette légende qui a réussi notamment à trouver l'introuvable dans cette affaire-là, après l'affaire Christian Van Geloven. Et de l'autre côté, on a Esposito, ce chat noir qui est finalement là à chaque fois au mauvais moment dans chaque affaire. Ça, c'est aussi très intéressant. Et de l'autre côté, on a tous ces journalistes, et notamment Jean Hatzfeld, qui finalement dit beaucoup plus qu'un journaliste, j'ai l'impression. Il est quasiment engagé, je ne vais pas dire dans la défense d'un des deux suspects, mais presque. On a l'impression qu'il est quand même, qui est journaliste aussi à Libération, correspondant à Libération, on a l'impression qu'il est quand même plus impliqué qu'il ne voudrait le penser. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à la lecture. Mais j'aimerais que vous nous parliez, en tout cas, de ces hommes de l'ombre que vous avez très bien retranscrits dans les deux textes. Alors, Jean, en fait, Jean Hatzfeld, il était correspondant en Bosnie au moment des faits, et donc parce que bon, enfin, en fait, l'un des protagonistes, Lionel Dumont, est en cavale en Bosnie, il se fait arrêter, donc il le rencontre dans sa prison, en fait. Donc pour moi, c'était important d'interviewer Jean Hatzfeld pour avoir son témoignage, parce que c'était vraiment un témoignage direct sur qui était Lionel Dumont à cette époque-là de sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, Jean Hatzfeld, il est plutôt romancier. Enfin, il écrit beaucoup de bouquins en fait, hein, qui sont absolument passionnants, que je ne peux que recommander. C'est une écriture magnifique. Et il a gardé des liens avec Lionel Dumont pendant toutes ces années. Donc, il est devenu un proche en fait. Enfin, un proche peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, il a un autre regard sur lui aujourd'hui que celui d'un journaliste. C'est exact. Et je crois qu'on peut dire il a été convoqué comme témoin au procès comme une manière de défendre Lionel Dumont et raconter aussi sa bravoure, parce que dans la guerre en Bosnie, il a combattu contre les milices serbes, il était du bon côté en fait, hein, il a montré du courage aussi, ce sont des personnages complexes en fait, donc c'est vrai qu'il a son témoignage est plutôt en faveur de Lionel Dumont. Et j'ai aussi voulu montrer tout le travail, surtout des journalistes de province, de PQR, de presse quotidienne régionale, qui documentent au plus près tous ces faits divers. Et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage. J'en ai été une moi-même et je vois très bien leur boulot. Voilà. Et c'est grâce à leurs archives que j'ai pu aussi restituer l'ambiance de l'époque. Et moi, ça m'intéressait de raconter juste le métier des gendarmes, parce que c'est des personnes à qui je parle pas d'habitude dans mon quotidien de journaliste. Donc, je ne sais pas en fait comment ça travaille un gendarme, qu'est-ce que ça fait quand ça arrive sur une scène de crime, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les personnes qu'on interroge. Donc, ça m'intéressait vraiment de raconter ça et de voir aussi. Voilà, la seule perception que j'avais, c'était comment, quand on a l'âge des victimes, comment, en tant qu'homme ou femme enquêteur,
on agit alors qu'on a l'âge des victimes. Les victimes peuvent avoir l'âge de nos enfants. Comment on laisse notre humain de côté ou est-ce on l'intègre avec nous? Donc ça m'intéressait vraiment. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois, tous les gendarmes que j'ai rencontrés, chacun a son histoire, chacun est un personnage propre, quoi. Esposito, évidemment, il est là du début à la fin. Donc enfin, il a un parcours assez drôle. Et oui, on le surnommait, enfin, ses collègues le surnommaient même la panthère noire. C'était même pire qu'un chat noir. Euh, oui, oui, à chaque fois il y avait c'était une volonté. Je voulais trouver à chaque fois une anecdote qui les résume. Euh, donc il y avait Rouquayrol et Poumara qui était un des premiers gendarmes qui a couvert la mort de Coluche et qui donc ça illustre aussi tout son rapport avec les médias qui est très compliqué. Voilà, il y en a toute une galerie un peu comme ça de personnages encore une fois, moi, je ne connais pas ces gens et ça me j'avais envie, voilà, de les mettre en avant. Il y avait une question de Nathalie tout à l'heure qui demandait si l'approche du true crime est-elle différente selon si on est un journaliste homme ou femme. Alors, il y a peut-être différentes strates. Je lui ai demandé, c'était par rapport notamment aux individus que vous interrogez. Si vous voyez d'autres strates, vous pouvez évidemment y répondre, mais est-ce que ça change quelque chose? Alors, moi, je sais pas. Honnêtement, je me pose pas ce genre de questions. J'y vais. Alors, en fait, en tout cas, en dehors pour le gang de Roubaix, je pense qu'homme ou femme, ça change pas grand-chose. Il y a des affaires, par exemple, quand on est sur des affaires de viol ou des affaires de harcèlement, voilà, avec une dimension sexuelle. Évidemment, être une femme permet d'avoir des témoignages de façon plus. Il y a des choses qu'on comprend, quoi. C'est peut-être plus simple. Mais sinon, il y a des avantages à être homme ou femme selon les situations, je pense. Je sais pas vraiment. Ouais, pareil, je n'ai pas trop de réponse à la question, effectivement, à part comme ce que dit Stéphanie, sur certaines affaires, je pense qu'il y a un côté de proximité qui peut être qui peut un peu jouer en faveur de certains, mais je vois pas trop sinon d'exemples probants qui permettraient de répondre à la question de manière claire. Ok. Tout à l'heure, dans l'affaire du gang de Roubaix, il y a un procès en 2025, 30 ans après les faits, qui est inclus dans le livre. Qu'est-ce que ça fait finalement, Stéphanie, d'assister à un procès où des hommes sont jugés pour des actes commis dans une France qui n'existe plus? Est-ce que la justice, elle peut encore atteindre quelque chose à cette distance temporelle? Est-ce qu'elle peut encore véritablement juger des individus? On voit qu'ils sont tous à bout de nerfs, en fait. On a l'impression, on le voit que ils en peuvent plus de répondre aux mêmes questions, que ça n'a plus de sens. Et il y a des coupables qui continue de faire appel constamment, comme si, alors qu'il ne répond finalement que très peu aux questions, comme si on a l'impression qu'il voulait se dédouaner. Il y a des individus quand même très particuliers dans cette affaire-là. C'est la première fois que je vois des individus qui refusent de répondre, qui s'allongent dans le tribunal et qui font une sorte de grève de la parole sans forcément trop de raison. Ils sont surprenants quand même, ces individus-là. Oui, oui. Alors moi non plus, hein, j'avais quand même pas trop vu cela. On avait vu des refus de témoigner de ce type-là parfois dans des affaires, des grosses affaires de narcotrafic. Mais là, sur le gang de Roubaix, 30 ans après avoir un des protagonistes, donc qui a fait sa peine, qui est sorti de prison et qu'on voulait entendre en tant que témoin, qui s'allonge dans une salle à côté du tribunal. En fait, c'est une petite salle derrière pour ne pas entrer dans la salle face aux médias. En fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il ne voulait pas être à nouveau photographié, être à nouveau médiatisé et qu'on puisse à nouveau le reconnaître comme faisant partie du gang de Roubaix. C'était ça, en fait, l'enjeu. Et puis après, c'était aussi ne pas sans doute plomber par son témoignage son collègue, quoi, qui était là. C'est quand même très spécial de juger quelqu'un après 27 ans de cavale, en fait. C'est ça le truc. Mais en même temps, la justice doit passer pour tout le monde. C'est la loi. Et il faut savoir aussi que quand même, comment Sédik Ben Ballouli, donc jugé 30 ans après les faits, il avait été jugé par contumace et il aurait pu accepter la peine de l'époque. Il l'a refusé. Et c'est à son initiative qu'un nouveau procès s'est tenu, auquel il a refusé de comparaître, il a refusé de parler. Et finalement, il a eu la même peine que celle qu'il avait eue par contumace. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'il recherche, hein? Voilà. Et en plus, il a fait appel de la peine, donc il va
à nouveau avoir un procès, est-ce qu'il va refuser de parler à nouveau? Enfin, ça devient un peu absurde en fait, oui. Mais là, pour le coup, ce n'est pas la justice qui est en cause, c'est cet homme dont on a du mal à comprendre finalement la logique. Euh, voilà. Donc je fais le lien avec Sylvain, pas sur la justice, mais plutôt sur, entre guillemets, la folie, puisqu'on a un individu qui est illuminé, qui force sa femme, justement, on en a parlé tout à l'heure, à coucher avec Patrice Moulinier, qui réapparaît des années après, qui enferme sa famille dans un château, qui limite tous les contacts extérieurs, qui accueille finalement tous les passagers à coups de fusil. Il est quand même très particulier. Il change de nom. Il souhaite être appelé Von, une particule noble. Euh, il est d'une violence, entre guillemets, sociale et psychologique. Et finalement, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ce personnage-là vous a surpris au cours de l'enquête? Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans votre esprit en vous disant je vais découvrir l'innommable ou l'indicible à un moment donné? Non, non, tous les autres personnages m'ont surpris, mais pas lui. Euh, mais, mais parce que je pense que j'avais aussi une volonté, c'est que je voulais découvrir le maximum de choses évidemment sur lui, mais je voulais surtout découvrir beaucoup de choses sur tous les autres, parce que c'était, il y a quelque chose que j'aime pas trop dans les récits de faits divers, c'est que quand ça se termine, je sais exactement qui est le tueur, quelles sont ses motivations, et que je sais pas qui sont les victimes ou juste un prénom et un âge. Donc, j'étais parti dans cette idée-là. Après, donc, du coup, j'ai quand même découvert pas mal de choses sur son quotidien, mais à chaque fois, ça correspondait avec ce qu'il était, en fait, et ses actes. Ses actes, enfin, voilà, sa personnalité correspond totalement aux actes qu'il a commis. Ça ne faisait que confirmer l'impression de départ que j'avais. Ça allait très, très loin. On va dans de l'ésotérisme, on est dans de la démence pure, même si elle a jamais été diagnostiquée de manière médicale, mais on est voilà, quelqu'un qui était pas sain d'esprit. Donc, ça m'a pas surpris personnellement. Très bien. Et alors, pour en revenir juste aux enquêteurs, c'est Jerry Plan, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais Jerry Plan. Jerry Plan, qui depuis une certaine affaire écoute aussi les voyants. Ça m'a intéressé ça Ouais. parce qu'il y a une affaire dans laquelle il est impliqué. Un voyant lui donne une information, une voyante Mm. lui donne une information et elle s'avère exacte depuis, il dit, depuis cette affaire-là. Finalement, il fait confiance ou en tout cas il écoute les voyants dans chaque enquête. Ça dit beaucoup aussi de la police et peut-être aussi des failles ou en tout cas des manques que la police française pourrait avoir. C'est intéressant de voir que même l'ésotérisme s'insère finalement dans les enquêtes policières. Ouais. Ils veulent, il me racontait que voilà, il peut pas laisser le champ ouvert à quelque chose qui est possible, en fait. Donc, il va pas mobiliser beaucoup de force pour vérifier. Mais si doit prendre un coup de fil ou quoi que ce soit, il faut quand même vérifier. Ne serait-ce que Joey Plan était quand même à l'époque le responsable de la communication. Il n'était pas du tout dans l'enquête. Lui, il faisait le lien entre les enquêteurs et les journalistes. C'était lui qui était, voilà, qui distillait les informations et après, à charge aux journalistes de vérifier l'info. Donc lui, il a un côté quand même très communicant et en fait, il sait très bien que s'il y a un médium qui donne une info et qu'on s'aperçoit dans 2, 3 semaines, bah en fait, il y a un médium qui vous a dit il y a 3 semaines où il était le bébé, pourquoi vous n'avez pas été vérifié, même si c'est du hasard, même si on n'y croit pas, en fait, lui, il était dans son rôle, il se sentait dans l'obligation, en tout cas, de toujours voilà, vérifier ces choses. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une affaire où au début, les gendarmes ont aucune piste, hormis celle du père. Donc, ça ratisse le plus large possible. Alors, je vais repasser au gang de Roubaix sur Stéphanie, sur l'amateurisme dont on n'a pas encore parlé finalement de ce gang-là qui coexiste avec la violence assez folle de cette guerre absolue, la contradiction justement entre ces hommes qui sont capables du pire mais aussi d'erreurs presque comiques, hein. Ça nous fait penser aussi à certains attentats beaucoup plus récents de nous. Ça dit aussi quelque chose de plus profond sur la nature même de cette radicalisation, un mélange de foi et d'impréparation. C'est vrai que c'est frappant
de voir à quel point ça s'est répété dans le passé. Ce ne sont pas finalement les premiers djihadistes de France, puisqu'il y avait eu Khaled Kelkal avant, mais par contre, ce sont peut-être les premiers djihadistes impréparés. Voilà, on a l'impression qu'il y a ce côté amateur qui se répète d'année en année. Qu'est-ce que ça dit justement de ce gang-là? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux hommes dont on n'a pas encore parlé, Christophe Caz et Lionel Dumont, les ch'tis d'Allah, comme on les surnommait justement, avec cette violence plutôt désinvolte du journalisme de l'époque, qui sont des convertis, on l'a pas dit notamment, qui se sont convertis à l'islam. Ce sont des enfants du Nord, mais qu'est-ce que ça dit aussi de cet amateurisme qui peut devenir extrêmement puissant? En tout cas, ce qui est, oui, c'est ça. En fait, c'est que surtout, ils ont, en fait, tous les deux ont connu donc le front en Bosnie. C'était une guerre extrêmement violente, hein. C'était une guerre avec des massacres ethniques. Soudain, il y a les accords de Dayton et hop, ils se retrouvent en fait en France. Ils se retrouvent à Roubaix. Ils vendent des parfums sur les marchés. Ils sont en c'est la déconnexion la plus totale. Et en fait, Christophe Casse, c'est vraiment un côté gourou. Et finalement, il décide qu'il faut de l'argent pour le djihad, en fait. Il faut continuer à financer la cause. Il faut continuer à envoyer de l'argent en Bosnie. Il faut continuer à aider les combattants euh, aux côtés des musulmans, finalement, dans les différents points du globe. Et il trouve comme solution le braquage des supermarchés. C'était une époque où, en fait, il y avait beaucoup de braquages de fourgons de la Brinks, mais qui étaient faits par des vrais professionnels qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils lisaient les journaux, en gros, et ils ont décidé de faire un peu la même chose, mais en se plantant, mais totalement, quoi. Donc, par exemple, ils tentent de braquer un fourgon de la Brinks. Ils le font le matin, le fourgon est vide, il n'y a pratiquement pas d'argent dedans. Et en plus, ils balancent, enfin, ils attaquent le blindage au lance-roquettes. Et il ne réfléchit pas qu'en fait, d'abord, ça ne suffit pas pour perforer le blindage et que surtout, si jamais la munition perforait, ça foutrait le feu au billet de banque. Donc, ça, c'est absolument pas du tout efficace. Voilà. Et puis, en plus, sur cette attaque-là, Christophe Caz a oublié de mettre sa cagoule, quoi. Donc, il a visage découvert, il est reconnaissable. Il est en djellaba, donc au point que quand les témoins, le journaliste de l'époque, Maurice Decroix, il interroge des gens, enfin, c'est sur le parking de Auchan, donc tout le monde le voit. Quand on lui dit que le tireur au lance-roquettes est en djellaba, il se dit que les mecs, ils inventent le détail pour détourner les soupçons. Parce que s'il y a le moins de problèmes, courir, échapper aux flics en djellaba, c'est pas tellement pratique. Voilà. Donc il y a plein de détails aberrants comme ça pour faire leur bombinette qui finalement n'explose pas devant le commissariat Lille. Ils grattent des allumettes, le soufre d'allumettes. Enfin, tout est comme ça. Mais en même temps, ils ont tué un homme en France, 2 hommes en Bosnie, et ils ont semé la terreur vraiment dans les supermarchés à l'époque. Et puis, tout ça déboule aussi sur certaines connivences, notamment Fateh Kamel, qui était un des proches de Ben Laden. Donc, ça veut dire que même un simple amateur peut aussi avoir des connivences extrêmement puissantes et démultipliées à l'étranger. Alors, C'est assez... ils étaient amateurs sur les braquages. Voilà. Par contre, en Bosnie, là où ils étaient, c'était un endroit de radicalisation connu où sont pratiquement passés finalement tous les prédicateurs qu'on a découverts par la suite. Et donc, ça a été un terrain de radicalisation. Ben Laden, on dit que Ben Laden, c'était une époque où il serait passé aussi par la Bosnie. Donc, enfin, ils étaient dans des réseaux, ils étaient, Et, voilà, qui étaient quand même établis et en effet, euh, et et dans pourtant, et pourtant, Jean Hatzfeld dit de Lionel Dumont qu'il n'aurait jamais pu aller en Syrie. Cela étant, il est allé en Bosnie. On avait l'impression qu'on était aussi sur le même terrain. parce que c'est pas les mêmes guerres en fait. La Bosnie, on était vraiment. Il faut rappeler que les agresseurs étaient les milices serbes et que donc les Bosniaques musulmans se défendaient. C'était pas du tout la même guerre. Il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux territoriaux. Il n'y avait pas du tout la même haine de l'Occident. La Bosnie, c'est l'Occident en fait, et c'est en plus un islam. Les musulmans bosniaques boivent de l'alcool. Il n'y a pas du tout les mêmes codes qu'ailleurs, en fait, que ce qu'on projette sur l'islam radical. D'ailleurs, il y avait un problème entre
moudjahidines qui pouvaient venir du Pakistan, de l'Afghanistan, et qui se retrouvaient face aux musulmans bosniaques qui n'avaient pas du tout les mêmes codes qu'eux. C'était beaucoup plus compliqué que cela, en fait. Mais c'est vrai que ça a été un terrain de radicalité et d'établissement de réseaux qu'ils ont pu utiliser par la suite. Eh bien, on va passer à l'extrait que vous allez nous lire chacun d'entre vous. On va commencer par Sylvain. C'est à vous, Alors, Sylvain. on parlait de Patrice tout à l'heure. L'extrait que j'ai choisi, c'est sur Patrice. Alors, Patrice ne voulait pas d'enfant avec Manuela Blasquez. Il en avait déjà deux et trouvait cela suffisant. Sa vie sentimentale lui a sans doute appris une chose. Une naissance bouleverse l'équilibre d'un couple et Patrice n'est pas bon funambule. Son premier mariage n'a duré que quelques mois. Cette brièveté peut être mise sur le compte de la jeunesse. Patrice n'avait alors que 19 ans. Avec Marlène, sa deuxième épouse, c'est un peu plus sérieux, au moins un temps. Ils ont repris le commerce de la mère de Marlène et vendent de la crèmerie sur les marchés. Leur fille, Vanessa, naît en 1980, mais Marlène a d'autres aspirations. Elle en avait ras-le-bol qu'on cède l'homme délaissé. Marlène le quitte, chacun vit sa vie de son côté, mais ils restent mariés pour la forme. Vanessa est quant à elle confiée aux grands-parents de Patrice qui l'élèvent à Cigoulès, en Dordogne. De nouveau célibataire, Patrice drague et Patrice flambe. Il aime boire et faire la fête. Il a besoin de compagnie et il est de bonne compagnie. Le genre de gars à vous offrir sa chemise quelques minutes seulement après vous avoir rencontré. Il paye des verres, il serre des mains, il enlace des corps. Et puis il croise Véronique dans un bar de Bergerac un soir de juillet 86. Elle est belle et blonde, il est beau et brun. Ils sont jeunes, ils s'attirent, ils s'installent ensemble. L'envie d'enfant est immédiate et Véronique tombe enceinte après seulement 6 mois de relation. L'enfant à naître a d'emblée un prénom. Il s'appellera Morgan si c'est un garçon, et si c'est une fille, Morgan, naît le 17 octobre 87. La famille part peu après s'établir dans les Landes où Patrice a trouvé un emploi de frigoriste. Pour le jeune père, la vie prend cette fois un tour inédit, presque doux, et Véronique veut un autre enfant. 3 ans et un jour après la naissance de Morgan, Marine pointe le bout de son nez, et le couple sort éreinté de cette nouvelle grossesse. Très vite, la douceur laisse place au ressentiment. Les scènes se multiplient. Véronique sait que son compagnon la trompe. La grenade découpillée depuis la naissance de Marine explose à Noël. Le couple est venu passer quelques jours chez les parents de Patrice en Dordogne. Un soir, dans leur lit, le ton monte. Les mots d'abord confinés dans la chambre parentale finissent par sortir. Toute la maison profite des cris. Patrice part se réfugier dans le garage. Véronique finit en larmes, réconfortée par Jacqueline, sa belle-mère. Elle veut partir. Jacqueline tente de la dissuader. Tu vas priver tes enfants de leur père. Tu vas en faire des orphelines. Mais vous trouvez ça normal qu'il aille voir ailleurs? C'est normal. C'est un mec, lui répond la mère de l'intéressé. Merci, Sylvain. Eh bien, c'est à vous, Stéphanie. Moi, Changement de c'est vraiment, décor. oui, vraiment, pour le coup. Moi, c'est au début du livre, le moment de l'attaque du raid contre la planque du gang de Roubaix, au 59 de la rue Carrette à l'Alma à Roubaix. Le repère s'embrase. Il faut sortir en urgence le policier coincé dans la cuisine qui risque sa vie dans la violence de l'incendie. Personne d'autre ne sort du 59 de la rue Carrette. Une voix lance, on ne se rendra jamais. Des prières, Allah Akbar, s'étouffent dans la fumée. Les policiers entendent des corps chuter. Mais déjà, les sirènes des pompiers déchirent le petit matin. Les flammes gagnent les maisons mitoyennes, les pompiers évacuent les voisins. La famille du 61 sort affolée. Elle voit tous ses biens partir en fumée, victime collatérale. Le père tient la main de ses 2 enfants en bas âge, emmitouflés dans leur cagoule, une sacoche portée en bandoulière sur le torse, qui contient les papiers les plus précieux. Une jeune femme suit les injonctions de la police nationale, s'éloigne à grands pas du lieu du drame. Elle a juste un large t-shirt sur elle, jambes nues dans le froid matinal. L'assaut se termine ainsi, avec des gangsters qui préfèrent périr que finir en prison. Il est temps, le raid est en passe de manquer de munitions. Plus de 1000 cartouches ont été tirées. Les photographies de Guy Sadé documentent la sidération des policiers. Des silhouettes fatiguées, blanches de cendre, visière du casque relevé, hantent la scène. Les hommes du raid le savent tous. Ils viennent de vivre quelque chose de totalement inédit, un pic de violence jamais atteint dans leur histoire. Ils ne la retrouveront qu'une seconde fois. Après les attentats de Paris, lors de l'attaque de la planque à Saint-Denis,
le 18 novembre 2015. Ce jour-là, sur TF1, Jean-Michel Fauvergue, qui dirige le RAID en 2015, évoquera le souvenir de la rue Carrette, même déluge de feu, même jusqu'au boutisme, la mort, les armes à la main. Merci Stéphanie. Alors Sandra, c'est à toi. Alors on ne t'entend pas. Essaye de rallumer le micro, éteindre, rallumer. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Ouais, non, je t'entends pas. Essaye de te reconnecter. En attendant, je pose toujours deux questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. La première, c'est celle de, on va justement essayer de dérider aussi les choses pour rendre les choses aussi peut-être parfois un peu plus légères. La première question, c'est celle de choisir un personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures. Et est-ce que vous choisiriez, est-ce que vous changeriez, pardon, sa destinée? Qui avez-vous choisi tous les deux? Moi, j'ai choisi le personnage préféré de mon livre, d'un de mes livres préférés, qui est Éponine dans Les Misérables. J'ai- je m'étais promis de lire ce livre. C'était un gros défi pour moi. Je l'ai lu l'année dernière. Enfin, j'ai adoré. Je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi on parle de ce livre beaucoup. Et le personnage d'Éponine est absolument magnifique. Donc, moi, je choisirais Éponine et je changerais totalement sa destinée. Mourir pour Marius, c'est totalement débile. Faut pas faire ça. Marius ne vaut pas du tout le coup. Très bien. Stéphanie? Moi, j'ai choisi Adèle Blanc-Sec, qui est donc une héroïne de BD de Tardy que j'adore, qui est, comment dire, voilà, qui vit en 1910, 1920 et qui n'a pas froid aux yeux. Et voilà, c'est une pétroleuse comme on les aime, en jupon et talons hauts. Et je suis pas sûre de partager son goût pour les momies, par contre. Voilà. Je- pour ceux qui n'ont pas lu un peu d'Adèle Blanc-Sec et son univers assez fantasmagorique, voilà. Elle aime beaucoup sa momie dans la vitrine. Moi, je suis pas sûre d'aimer autant qu'elle. Très bien. Deux choix très intéressants. Et la deuxième question, c'est celle de choisir un livre méconnu ou un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, quelqu'un qui vous a peut-être forgé, que vous aimeriez remettre en avant ce soir. Qui avez-vous choisi tous les deux? Moi, j'ai choisi un auteur vraiment pas connu du tout. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Stephen King. Mais par contre, c'est un livre qui est pas connu. Bon, je suis fan absolu de Stephen King. J'ai saoulé Elsa avec Stephen King. C'est mon auteur préféré. Je dévore tous les livres de Stephen King. Et à chaque fois qu'on me demande, ah, mais c'est pas trop dur. Enfin, je sais pas par quel commencer parce qu'effectivement, il est assez prolifique. Je conseille toujours de commencer par celui-là. C'est différentes saisons. C'est quatre nouvelles. Sur les quatre nouvelles, il y en a trois qui ont été des films, dont deux chefs-d'œuvre, Les Évadés et Stand By Me. Donc Les Évadés avec Morgan Freeman, Stand By Me aussi, je sais pas si, je sais plus le nom des acteurs qu'il y a dedans, mais c'est quatre enfants qui vont rechercher un corps dans le Maine en fin d'été. Donc c'est quatre nouvelles. Sur les quatre nouvelles, il n'y a pas du tout de fantastique, ce qui est assez rare. Il y a trois nouvelles. Non, il n'y a qu'une seule nouvelle, pardon, où il y a du fantastique. Mais sinon, les trois autres, il n'y a pas du tout de fantastique. Donc ce qui est assez rare pour Stephen King. Et ça permet vraiment de rentrer en fait dans l'univers et l'écriture de Stephen King. Voilà. Donc c'est le livre que je conseille pour cet auteur qui en a grand besoin. Cela étant, celui-ci est peut-être un peu plus confidentiel que les autres. Ouais, non, il est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, il est pas comme je conseille toujours de commencer par ça parce ça permet de se familiariser avec l'écriture et vraiment, alors, il appelle ça nouvelle. En vrai, c'est des romans. Chacune doit faire 150, 200 pages. Mais elles sont chapitrées en plus. Donc, mais ça se lit. La première fois que j'ai lu, j'avais 13 ou 14 ans. J'ai lu ça un été. Voilà, ça m'a mis les mains en claque et depuis, je lis un Stephen King au moins une fois par an. Voilà, dans une maison dans l'Aveyron. Voilà. Exactement. Stéphanie, qui avez-vous choisi? Alors moi, j'ai choisi les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. Voilà, alors c'est très sobre comme bouquin, donc voilà, c'est enfin c'est pas très
visuel. Je suis désolée. En fait, c'est Félix Fédéon, c'était un journaliste, pareil, dans les années 1900. Et en fait, il a écrit dans le matin. En fait, il s'inspirait de toutes les nouvelles de faits divers qui arrivaient de la France entière par télégramme. Et il les écrivait en maximum 3 lignes, en 25 mots. Et ce ne sont que des brèves magnifiques. Euh, c'est à mourir de rire, c'est de l'humour noir. Il était proche des anarchistes. Il a même eu un procès parce qu'on était soupçonné d'avoir posé une bombe. Et le procès a tourné à la farce et au bon mot, il a été acquitté finalement. Enfin, voilà, j'adore littéralement. Et c'est très dur d'écrire comme ça, de manière aussi courte, avec autant de sens. C'est vraiment pour moi toujours été une inspiration dans l'écriture. Félix Fénéan, j'adore littéralement ce qu'il fait, quoi. Le Juste un premier. exemple pour vous voyez ce que ça donne, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous Ah oui, oui, connaissez. bien sûr, on peut bien. Ouais. À Trianon, un visiteur s'est dévêtu et s'est couché dans le lit impérial. On conteste qu'il soit, comme il le dit, Napoléon IV. Et c'est tout comme ça. C'est Voilà. l'ancêtre de Twitter. Ah oui, tout à fait, mais bien mieux, hein, je dirais. Alors, Sandra, c'est à toi. Est-ce que ton micro remarche? Je n'ai pas l'impression. Ah, tant pis. Ah si, ça y est, c'est bon. Si, c'est Ouais, bon. c'est bon. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ça. Elsa, Sylvain, Stéphanie. Sylvain, vous m'excuserez, mais c'est une question pour Stéphanie parce que je ne vous ai pas encore lu. Je suis en train de lire le récit de Stéphanie. Euh, en fait, en lisant notamment les scènes d'action, c'est assez troublant parce que parfois, évidemment, sans oublier que c'est la réalité, mais parfois on se dit, mais c'est comme une image de cinéma. D'ailleurs, je crois que vous faites des liens parfois avec le cinéma. Et en fait, on a l'impression de scènes d'action. Et, euh, et on se rappelle que c'est la réalité. Et c'est assez troublant, je trouve. Et je voulais en fait vous poser la question du début de Linky qui est dans l'action, ce que vous avez notamment lu tout à l'heure. Est-ce que c'était un choix délibéré de votre part dès le départ, ou est-ce que vous l'avez travaillé avec Elsa, votre éditrice? Enfin, comment ça s'est passé ce choix qui happe évidemment le lecteur, donc qui est un excellent choix, il m'a semblé. Et notamment dans la tête des journalistes, finalement. On est dans l'angle journalistique et non pas sur la scène de crime véritable. Alors, pour moi, c'était évident que c'était la scène de début parce que c'est vraiment comme ça qu'a commencé l'affaire pour tout le monde, en fait. C'est là où le gang devient le gang de Roubaix. C'est un moment fondateur. Et en fait, c'était le chapitre galop d'essai pour moi. C'est-à-dire que j'ai dit à Elsa, je t'envoie un premier chapitre, tu me dis si ça va. Et puis après, comme ça, je m'étalonne et je comprends ce que tu veux et on pourra s'entendre. La première version que je lui ai envoyée n'était pas du tout, ça n'allait pas du tout. Enfin, donc du coup, je l'ai réécrit parce que en fait, elle m'a dit il faut que tu prennes plus de temps, que tu développes. Moi, j'écris façon journalistique très très dense et très ramassée. Vous savez, on écrit toujours dans des formats imposés. Et là, j'ai appris à développer l'action en fait, à prendre le temps de raconter les choses. Et c'est vraiment ce premier chapitre où j'ai un peu compris comment il fallait écrire en fait. Donc, je l'ai beaucoup travaillé en fait, ce chapitre-là. Mais par contre, il est rigoureusement exact. J'ai vraiment vérifié. Je me suis pris pas mal la tête sur la position des policiers dans la maison. Enfin, euh, tout est exact au maximum, vraiment. Et alors moi, ce sera une question pour Sylvain. J'essaye d'équilibrer un maximum. Sylvain, il y a dans cette affaire-là, il y a beaucoup de mensonges, des sortes de mensonges en couches, de strates superposées. Patrice qui ment sur son emploi du temps, le châtelain qui construit pendant des années une sorte de récit de lui-même. Et le mensonge dans ce livre, on a l'impression qu'il est presque plus révélateur que la vérité. Qu'est-ce que ces mensonges-là, ça dit aussi sur la façon dont les hommes se racontent à eux-mêmes de ce qu'ils font aux femmes. Parce que finalement, on a vraiment l'impression que ces femmes-là, vous en parlez, on va parler tout à l'heure, juste après de Manuela, de Morgane notamment, parce que elles disparaissent dans le récit de manière extrêmement brutale. Un coup de feu et c'est terminé. C'est-à-dire que c'est terrible en réalité. C'est un petit peu comme l'histoire de la Saint-Valentin. Ça arrive un 14 février comme une sorte
c'est presque irréel. Voilà. Et je Mm. trouve que le mensonge dans ce texte-là, il est plus terrible qu'ailleurs. En tout cas, plus terrible, par exemple, que dans le gang de Roubaix, où là, on est davantage sur presque de l'absurde sur certains individus. Là, c'est un véritable mensonge humain, comme on pourrait le voir finalement tous les jours dans chaque famille. Ouais, c'est deux hommes qui se racontent par le mensonge. Le tueur, il modifie son curriculum vitae, il s'invente une histoire. Euh, il avait raconté qu'il se souvenait de sa naissance. Il flottait dans l'espace et il s'était approché d'une maison et d'une fenêtre et il avait vu un bébé dans un berceau. Il était rentré dans le bébé. Il racontait sa naissance comme ça. Patrice, lui, bon, bah, c'est un menteur patenté pour avoir une vie voilà, adultère. Mais donc, du coup, ces deux personnages, ces deux hommes qui se racontent par le mensonge. Si on enlève le mensonge de leur vie, ce ne sont plus rien. Et effectivement, ces mensonges, comme vous l'avez souligné, masquent les femmes. On me demandait qu'est-ce qui avait fait que ces deux personnes qui finalement n'ont quasiment rien en commun s'étaient rapprochées. Et en fait, leur vision des femmes est un élément de connexion. Ils aiment les armes à feu, ils aiment les belles voitures, et leur rapport de domination qu'ils ont envers les femmes, c'est le troisième atome crochu et le plus important. Et la descendance de l'un d'eux est partie pour exactement la même chose. Alors, j'ose espérer que non, il ne suivra pas le même chemin que son père, mais ils ont forcément été marqués par leur enfance, par leur éducation. Et j'imagine que vous parlez d'un des fils Ouais. du tueur. Oui, oui, Et ça, c'est quand même un cercle, une sorte de boucle qui est oui. terrible, qui est totalement là aussi absurde. Alors, je ne peux pas présager de ce qu'il est humainement, je ne les Ouais. ai pas rencontrés. Moi, quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand même le métier qu'il a choisi, c'est-à-dire de devenir moniteur pour arme à feu alors que son père a tué trois personnes qu'il a lui-même menacé enfin, il a tenté de l'abattre d'un coup de fusil et il est devenu moniteur d'armes à feu et il est interrogé par c'est un expert puisqu'il est interrogé par la presse américaine pour donner son avis sur la manière de bien utiliser une arme à feu. Alors, j'aimerais qu'on parle de manière plus positive de ces trois femmes. D'un côté, on a Véronique Zaki, qui est l'ancienne femme de Patrice, à qui vous rendez aussi hommage. Et évidemment, Morgane Emanuela, cette femme qui est tuée et cet enfant également avant la disparition du bébé, Martin, de ce berceau vide. Vous nous direz peut-être aussi pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Il me semble pas avoir vu que c'était l'affaire du berceau vide. Vous avez peut-être inventé ce titre-là, je pense. Mais c'est aussi un hommage à ces trois femmes, j'ai l'impression. Davantage qu'à Martin, qui là pour le coup est le grand absent du texte et en même temps le plus présent. On a toujours comme le petit Grégory finalement. Là pour le coup, il y a une véritable ressemblance. Mais qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers aussi cet hommage avec ces trois femmes-là? Je voulais vraiment mettre en avant les victimes, je voulais que le livre se termine sur elles. Et voilà, je voulais qu'on sache qui elles étaient. C'est pas juste voilà, trois victimes. Alors, le pauvre Martin, il avait 5 semaines, donc il n'y a malheureusement pas grand-chose à raconter, même si, comme vous le dites, il est présent du début à la fin et le titre le représente bien. Mais voilà, c'était vraiment. Je voulais qu'on ferme le livre et qu'on se dise, OK, je sais qui sont tous les protagonistes et je sais surtout qui sont les victimes. Et voilà, c'était une manière pas de leur rendre hommage. Je suis pas là pour rendre hommage, mais en tout cas, de créer un témoignage sur elles. Et pour revenir sur le titre, ça a été une longue réflexion avec Elsa. Moi, je voulais pas de choses qui mettent en avant le tueur. Je voulais pas le diable de Flavin, ce genre de choses. Voilà. Mais après, ça a été long, ça a été compliqué. Puis un jour, le berceau vide est arrivé et, euh, et ça fait tilt. Et après, une fois qu'on l'avait trouvé, je crois qu'elle a peu confirmé, on n'a plus trop changé après. Je crois que les gens à la maison d'édition étaient ravis aussi du titre. Donc, voilà. Je le confirme.
Très bien. Stéphanie, c'est aussi dans votre texte une époque où tous les corps de métier faisaient presque, travaillaient même main dans la main, journalistes, pompiers, policiers. Est-ce que c'était aussi frappant? C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2026, on a du mal à imaginer que c'est le cas. Clairement, dans notre esprit, c'était clairement une autre époque. Qu'est-ce qui faisait la différence finalement, alors qu'on n'avait pas toutes ces preuves, notamment de géolocalisation, potentiellement pas forcément d'ADN? Il y avait quand même des preuves qui n'existaient pas, que ce soit même l'IA aujourd'hui qui va sûrement aussi faciliter certaines choses. Bref, c'était une autre époque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette cohérence entre les différents services qui pouvaient aider pour la Oui, résolution de l'enquête? ah ouais, ça a beaucoup changé ça. C'est-à-dire que en effet, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, en fait, vraiment, les policiers, les pompiers, les journalistes travaillaient ensemble. En tout cas, en région, on se connaissait, quoi. On se connaissait vraiment bien. Et c'était au point, en fait, que les journalistes, qu'on était de perles de faits divers, on avait le scanner. On avait un scan, en fait, et qui permettait d'écouter la radio des flics, en fait. Donc, on savait ce qui se passait. Et donc, on arrivait parfois, même avant eux, ça arrivait assez fréquemment qu'on arrive sur un fait divers et que les pompiers soient là et que les flics soient pas encore arrivés. Donc on les attendait. Enfin, voilà, donc ça raconte une époque qui n'existe plus du tout aujourd'hui, où la défiance s'est installée en fait et la maîtrise de la communication s'est installée à la fois du côté judiciaire, à la fois du côté policier. Et nous, journalistes, on n'a plus du tout accès maintenant aux scènes, aux informations comme c'était à l'époque. Il y avait beaucoup plus ouais, ça, on se mélangeait beaucoup plus, quoi. Il y a le fait diversier faisait la tournée des commissariats pour avoir les infos tous les jours. Voilà, c'est toujours l'habitude aujourd'hui. On fait toujours la tournée, c'est ce qu'on appelle la tournée des faits divers, quoi. Pompiers, mais il n'y a plus la même proximité qu'il y avait à l'époque. Ça, c'était vraiment terminé. Alors, ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à la parole policière qui peut être souvent à charge, hein. Mais du coup, on n'a plus du tout le même niveau d'info, quoi. Alors, une question pour toutes les deux, finalement. Est-ce que dans chacune de vos affaires, il y a un personnage, pas forcément le ou les coupables, mais un personnage qui vous a habité, qui continue de vous habiter aujourd'hui, longtemps après la fin de l'écriture, quelqu'un dont vous n'arrivez pas finalement à vous défaire? Alors, j'espère qu'on arrive à se défaire quand même des personnages. Alors moi, c'est assez évident, hein, c'est Lionel Dumont qui est le. En fait, donc j'aimerais beaucoup le rencontrer. Je crois qu'on est plein de journalistes dans le Nord-Pas-de-Calais, on aimerait tous beaucoup le rencontrer. Il vit encore dans ma région. Voilà. Et voilà, j'aurais bien aimé qu'il me réponde pour ce livre. Ça n'a pas été possible parce qu'à l'époque, il était emprisonné en Grèce. Enfin, c'est encore une péripétie de plus dans l'affaire. Mais oui, c'est un personnage que j'aimerais le rencontrer parce que je le trouve subtil, intelligent et complexe. Et j'aimerais comprendre qui il est aujourd'hui et quel regard il porte sur sa vie. Et ça, c'est un mystère pour moi encore. Sa vie est clairement un mystère. Vous êtes pas prêt quand vous allez lire le livre de tout ce qui va se passer pour lui. J'avoue C'est que c'est incroyable. assez incroyable. Il n'y a pas eu de film d'ailleurs vis-à-vis du gang de Roubaix. Il y a eu un documentaire, je crois, vous le Oui, citez. ouais. Mais il n'y a pas eu de film véritable sur cette affaire-là qui paraît totalement démesuré. C'est dommage d'ailleurs, mais Oui, ok. parce que c'est un gamin de Tourcoing. Enfin, il est totalement banal, quoi. Enfin, en plus, j'ai une amie qui se trouve travaille dans le lycée où il était. Elle a retrouvé son dossier scolaire. En fait, c'est ça, c'est le gamin intelligent qui préfère mieux, qui veut se passer à l'école. Enfin, un très grand classique. Et là, lui, vraiment, la chute du mur de Berlin le propulse dans un ailleurs, quoi. Incroyable. Enfin, et puis un sens de l'idéalisme et de l'aventure aussi, sans doute. Ouais, parce qu'il y a aussi une sorte de légende autour de lui, hein. C'est aussi ça. Ouais, ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu, c'était sur un article de La Voix du Nord, il y avait un commentaire d'internaute qui disait moi, je voudrais faire le tour du monde comme Lionel Dumont. Bon, il n'a pas tout à fait fait le tour du monde quand même. Comment vous expliquez d'ailleurs, Stéphanie, parce que ça c'est assez frappant quand même, comment vous expliquez que plus personne aujourd'hui ou presque ne se souvient de ces deux-là et tout le monde se souvient de Mohamed Merah et de tous les autres qui ont suivi? C'est quand même frappant de voir que eux sont passés presque à travers les gouttes de l'imaginaire collectif du terrorisme en France. Je crois que leur procès, en fait, le premier procès en fait du gang de Roubaix,
se tient juste après le 11 septembre. Enfin, il y a des Oui, ça, il y a j'allais des en parler juste après, en effet. voilà. Et donc, bon, voilà, je pense qu'il y a ce côté-là qui fait. Il y a pire qu'eux à chaque fois. Je ne sais pas comment expliquer cela. Finalement, où ils paraissent un peu pieds nickelés par rapport aux autres, en fait. C'est peut-être cela. Et je pense aussi, c'est le fait que, comme l'affaire a été considérée comme comment dire, une affaire criminelle classique et n'a pas été confiée au parquet antiterroriste, du coup, on n'a pas assez creusé, même si ils l'ont quand même fait sur les réseaux, en fait, et sur le côté vraiment euh, islam radical, finalement, n'a pas été creusé lors des enquêtes. Et je Oui, pense parce que qu'on c'est a quand aussi même pour eu, on a quand même eu des juges comme Jean-Louis Bruguière et Marc oui. Trévidic, donc il y a eu aussi Oui, mais un seulement point. sur les volets annexes, sur C'est les ça. cavales, mais pas sur le cœur même des faits. Je pense que c'est aussi cela. Et puis après, il y a eu pire, en fait. Ah oui. On a eu 10 ans où on s'est cru à l'abri, et c'est le redémarrage, c'est Mera, et ensuite, évidemment, 2015. Et là, c'est tellement autre. Enfin, ce qui est fou, c'est que les membres du gang de Roubaix vont à la mosquée à Molenbeek, quand même, à un moment donné, quoi. On retrouve, quoi. C'est quand même assez saisissant. Ouais. Ouais. Je reviendrai sur le 11 septembre, puisque c'est aussi ce qui lie vos deux livres à un moment donné. On va en reparler. Sylvain, est-ce que justement ce personnage-là, quel est ce personnage-là qui peut-être vous hante encore un petit peu aujourd'hui? Alors, elle me hante pas, mais Véronique Zaki m'a beaucoup marqué, donc la maman de Morgane. J'ai eu la chance de la rencontrer et on a, j'ai à peu près l'âge qu'elle avait au moment des faits. Donc oui, l'échange était, enfin c'était impressionnant. J'essaie de percevoir un peu ce qu'on peut ressentir à sa place, ce qui est inimaginable, je pense, tant qu'on ne le vit pas. Donc cette rencontre m'a marqué. Elle ne ment pas, mais je pense souvent à elle et à la vie de Morgane. Ouais. Alors justement, ce 11 septembre, c'est dans vos deux enquêtes une sorte de, pas d'élément déclencheur, mais un point d'ancrage où ça aurait pu être autrement, après 2001 finalement, que ce soit en 96 ou en 2000. Pour le gang de Roubaix, évidemment, ça paraît évident. Sur le berceau vide, notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec finalement beaucoup de choses, beaucoup de crimes pré, 2001 aurait pu être peut-être résolu davantage ou plus vite après cette période-là. Cet événement-là, c'est clairement un événement charnière pour vos deux livres. Vous en parlez aussi parfois, pas forcément longuement, mais en tout cas, il y a une scission finalement entre les deux. Est-ce que vous pensez, alors c'est de la prédiction ou presque là avec les voyants dont on parlait tout à l'heure, mais est-ce que ces crimes auraient eu lieu de la même façon aujourd'hui? Moi, concernant mon affaire, oui, j'en parle. Je parle du 11 septembre parce que le tueur vient de Miami et que on ignore encore comment il s'est procuré une arme parce qu'il a atterri en Suisse et le temps de faire le trajet, il a tué Morgane, Manuela et Martin 12 heures après son atterrissage. Donc on sait pas, les gendarmes ne savent pas comment il s'est procuré une arme et donc la suspicion c'est qu'il l'a ramené des États-Unis. Donc évidemment, après le 11 septembre, ça aurait été impossible, même démonté en soute, de ramener une arme des États-Unis. Mais vu la démence du tueur, je ne pense pas que ce détail l'aurait arrêté dans sa quête. Donc ça aurait pas changé grand-chose je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se passerait de la même manière. Et après, l'enquête, je ne sais pas si vraiment il y aurait des choses qui changeraient énormément. Peut-être dans la recherche de Martin, il y aurait des choses un peu plus faciles avec des drones, par exemple, parce que c'est vrai que les gendarmes ont dû lutter contre les éléments. On était en plein hiver en Aveyron. Pour ceux qui connaissent la région, le mois de février en Aveyron, c'est pas un endroit très amical. Et donc pendant une semaine, l'hélicoptère peut pas décoller, et donc ce qui complique les recherches des gendarmes. Donc aujourd'hui, il y aurait peut-être pas ce genre de problème, mais ça reste, c'est pas le cœur de l'affaire, donc qui aurait pu être modifié vraiment. Et Stéphanie? Moi, je pense que l'affaire est vraiment liée à son époque. Pour le coup, je ne suis pas sûre que ça pourrait se produire de la même manière aujourd'hui. Euh, enfin, en tout cas, il viendrait d'un autre terrain de conflit. Et Roubaix a connu ses départs vers la Syrie, a connu des départs vers la Syrie
a connu des formes de radicalisation autour d'une famille qui a recruté. Mais il n'y a pas eu ce côté comment braquage à l'arme lourde comme ça avait été dans les possibles dans les années 90. Je pense qu'aussi la sécurité autour des hypermarchés, des supermarchés n'est plus du tout la même. Il n'y a plus d'argent liquide pratiquement. Il n'y a pas, enfin les braquages aujourd'hui c'est un peu de l'histoire ancienne en fait. Ça, dans les faits divers ça n'existe plus vraiment. Donc c'est vraiment pour moi quand même lié à une époque très particulière. On peut voir les répercussions aujourd'hui, enfin, on peut comprendre rétrospectivement ce qui se passait à l'époque, plutôt. L'époque d'aujourd'hui nous éclaire sur hier, c'est plutôt ça. Et puis je pense que si les moyens de l'antiterrorisme ont totalement changé. Les fichiers S, enfin, il y a tout comment, des services de renseignement sur le sujet qui n'existaient pas, à mon avis, à l'époque, qui n'avaient pas la même, en tout cas, qui existaient, mais qui n'avaient pas peut-être la même acuité qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux. Eh bien, un fait divers n'est jamais seulement un fait divers, il est toujours au fond un document sur l'époque qui l'a rendu possible. Ses angles morts, ses lâchetés collectives, ses hiérarchies silencieuses. Il y a dans ces deux livres quelque chose qui ressemble à une archéologie, non pas celle des grandes civilisations, des amphores et des fresques, mais une archéologie de l'ordinaire, du pavillon de banlieue, du quartier ouvrier, de la vie qui se déroule là où personne ne regarde vraiment. Stéphanie Maurice et Sylvain Chazot ont tous les deux plongé les mains dans cette terre-là, et ils en ont remonté quelque chose de lourd, de sombre et d'inattendu. Des vies qui ont déraillé selon des logiques qu'on aurait pu, qu'on aurait dû percevoir peut-être plus tôt, car le fait divers dans leurs mains cesse d'être ce qu'il est dans les manchettes, une interruption dans le cours normal des choses, une anomalie qu'on referme vite. Il devient au contraire la preuve que le cours normal des choses portait déjà en lui quelque chose de cassé. Deux textes, deux géographies, deux décennies et une même hantise, ce qui se passe quand une société choisit de ne pas regarder, quand elle range trop vite dans la case fait divers ce qui est en réalité un symptôme, un signal, une porte qui s'ouvre sur l'abîme. Le berceau vide et la maison en feu de la rue Henri Carrette sont deux images qui resteront. L'une dit la perte irréparable d'une innocence, celle d'un enfant, celle d'une communauté. L'autre dit la consommation de ceux qui ont voulu mourir en criant un nom de Dieu dans un quartier ouvrier du Nord. Entre ces deux images, il y a toute une France à interroger, à ne pas laisser se refermer sur elle-même, car les journalistes ne sauvent pas le monde, mais parfois, ils nomment ce que le monde refusait de voir. Et ce soir, c'est exactement ce que Stéphanie Maurice et Sylvain Chazot ont fait par deux fois. Merci infiniment à tous les deux et à Elsa de Merci à la vous. Chaire, l'éditrice de cette formidable collection. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Au revoir. Au Belle revoir. soirée à tout le monde. Allez à tous.